Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition avancée en fin de journée, donc à partir de 17h désormais, pendant 1 heure, avec notamment 3 invités Planète Marché à suivre dans un instant pour commenter les grands enjeux du moment sur les marchés. Des marchés qui restent calmes aujourd'hui, avant le coup d'envoi de Jackson Hole demain. Le calme avant Jackson Hole, non pas que ce sera la tempête à partir de demain sur les marchés, d'autant que le grand rendez-vous du symposium organisé par la Fed de Kansas City, ce sera plutôt vendredi après-midi avec le discours très attendu de Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine. C'est donc l'événement de rentrée pour la planète finance à suivre à partir de demain. Du côté des banques centrales, notons le ton un peu plus optimiste, on peut le dire quand même, de certains membres importants de la Banque centrale européenne qui se sont exprimés aujourd'hui. On peut noter par exemple le discours du chef économiste Philippe Lane dans une interview accordée à Reuters qui note la capacité de résistance de l'économie européenne ces derniers mois pendant la période estivale, à la faveur notamment de progrès considérables réalisés sur le plan des politiques de santé publique et notamment en termes de vaccination. Et le vice-président de la Banque centrale européenne, l'espagnol Luis de Guindos, laisse même entendre de son côté que dans ce contexte, les prochaines projections économiques de la BCE pour la zone euro seront sans doute ajustées à la hausse. La prochaine réunion de la Banque centrale européenne se tiendra le 9 septembre. On parlera de ces sujets de marché avec nos invités. Le luxe qui reste un sujet important en cette rentrée pour les investisseurs. Et puis on parlera matières premières également dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir à partir de 17h45, le quart d'heure thématique. Bilan estival des matières premières qui ont plutôt corrigé. L'or, le pétrole, les métaux industriels ont plutôt corrigé ces dernières semaines. Et au cours de ces mois d'été, c'est Benjamin Louvet, bien sûr, qui sera avec nous en plateau, l'expert d'Ophi Asset Management sur ces questions de matières premières. Séance calme donc aujourd'hui en Europe et sur les grands marchés. Le résumé complet, les infos clés du jour, c'est avec Alix Nguyen. C'est une séance des plus calmes aujourd'hui à la Bourse de Paris. On relève néanmoins quelques prises d'initiative alimentées par une situation sanitaire qui se stabilise. La tendance est similaire à New York où les premiers échanges sont quasi stables. À noter qu'hier, le S&P 500 signait un nouveau record. Les quelques statistiques du jour, dont l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne, en légère baisse à 99,4 points contre 100,4 points attendus, n'auront pas eu d'incidence sur les marchés. Aux États-Unis, les commandes de biens durables ont reculé de 0,1% en données préliminaires de juillet. Elles ont en revanche augmenté de 0,7% hors transport. Demain aura enfin lieu le rendez-vous tant attendu, celui de Jackson Hole, un événement qui conditionne les marchés et qui, pour l'heure, leur inspire de la prudence. Pour rappel, la réunion prendra fin samedi et sera surtout ponctuée du discours de Jérôme Powell attendu vendredi. Il clarifiera ses prévisions économiques et donnera éventuellement plus d'indications quant au calendrier du tapering à venir. Côté valeur, la plus forte hausse du jour revient à Publicis, dont le titre augmente de plus de 6%. Pernod Ricard va pouvoir relever son objectif de résultat opérationnel grâce au remboursement de certains impôts aux États-Unis. Plus précisément, l'impact de cette décision sur ses comptes 2020-2021 représente un résultat additionnel avant impôt de 163 millions de dollars, dont 33 millions de résultats opérationnels courants, équivalent à environ 1% de croissance interne supplémentaire. Dans le secteur du luxe, Kering lance son programme de rachat d'actions. Le groupe envisage de racheter jusqu'à 2% de son capital social au cours des 24 prochains mois. Il est spécifié que les actions rachetées par le groupe seront annulées, à l'exception de celles qui pourraient être allouées à des plans de rémunération en actions Kering des salariés de la société. Michelin a racheté l'intégralité
du capital de la société Allopneus, dont il détenait 40% depuis 2015. Le groupe se renforce ainsi dans le commerce en ligne. Et sur le plan de la santé, le fabricant de médicaments Johnson & Johnson affirme qu'une seconde dose de son vaccin multiplierait par 9 la réponse immunitaire. Le laboratoire se repose sur une étude qui n'a pas encore été publiée. À noter que 14 millions de personnes aux États-Unis sont actuellement vaccinées avec le produit de Johnson & Johnson. Place à l'agenda. Demain, le grand rendez-vous sera donc celui de Jackson Hole. En marge du symposium, les opérateurs s'intéresseront à la deuxième estimation du PIB des États-Unis au deuxième trimestre 2021 et aux inscriptions hebdomadaires au chômage. Et puis côté valeurs, Bouygues et Colas dévoileront leurs résultats semestriels. Alex Nguyen qui nous accompagne tout au long de la journée à 12h30 et le soir à 17h dans Smart Bourse pour vous livrer les infos clés du jour sur les marchés. Et c'est parti pour Planète Marché. 3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements du jour sur les marchés, les mouvements du moment. Frédéric Rollin est avec nous ce soir, conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management. Bonsoir et bienvenue Frédéric. Bonsoir. Julien Nebenzal nous accompagne également. Bonsoir Julien. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes président de Futur IM et Christopher Dembick avec nous également ce soir. Bonsoir Christopher. Bonsoir. Alors, il n'y a plus assez de place là pour écrire vos titres, Christophe. Directeur de la recherche macroéconomique chez Saxo Bank. Et alors j'ajoute cofondateur de SPAC, SPAC. C'est quoi SPAC, Christopher ? C'est un cabinet de recherche que j'ai cofondé avec Anne-Claire Belvaux, qui a pour vocation notamment à la fois de faire de la recherche macroéconomique pour les institutionnels, mais surtout de l'éducation financière. Et je crois que nous aurons pas mal de projets à l'avenir. Mais je le dis d'ores et déjà, on a un rendez-vous fixé avec les équipes de SPAC le dernier vendredi de chaque mois à 17h45, justement sur l'idée de faire de la pédagogie financière, et c'est nécessaire, de l'éducation économique et financière sur des grands concepts, le PIB, l'inflation, tous ces trucs dont on parle tous les jours, mais ça vaut le coup de rappeler un petit peu comment ces indicateurs sont construits. Donc rendez-vous le dernier vendredi du mois, 17h45, avec les équipes de SPAC. La première question que je voulais vous poser, messieurs, c'est la question autour du luxe. Frédéric, je m'adresse aux représentants de la maison suisse Pictet Asset Management. Est-ce que le luxe devient moins tendance depuis quelques jours ? Alors, depuis ces derniers jours, il a été moins tendance. C'est très clair, forte consolidation sur les valeurs du luxe. Je dirais pour une raison essentielle, c'est la Chine. La Chine, d'une part, qui ralentit assez fortement, avec une politique monétaire qui reste quand même assez restrictive. Ça peut continuer, donc ralentissement chinois veut dire un petit peu moins de consommation de produits de luxe, mais je dirais que c'est pas ça seulement qui justifierait une baisse aussi importante. Ce qui peut justifier une baisse plus importante, c'est les actions des autorités chinoises aujourd'hui qui sont en train de réglementer assez fortement certaines industries et avec un président qui parle de prospérité commune. Donc l'idée effectivement que peut-être montrer de façon très ostentatoire des signes extérieurs de richesse pourrait devenir un petit peu moins à la mode dans les mois qui viennent. Alors bien sûr, beaucoup d'investisseurs se souviennent de 2016 où on avait eu une lutte assez forte contre la corruption et qui avait pénalisé, mais momentanément, alors que c'était vraiment destiné très très directement au luxe. C'était les montres et le cognac notamment. Voilà, c'était les deux emblèmes effectivement, des cadeaux qu'on se faisait dans le milieu des affaires en Chine. Voilà, et donc effectivement il y avait eu une baisse momentanée des ventes, mais au fond les ventes ont repris assez fortement parce qu'il y a une tendance en Chine très très forte tout simplement à un enrichissement des classes moyennes qui achètent de plus en plus de produits de luxe ou de marques de prestige, donc peut-être temporairement une baisse de marché qui a peut-être en plus été exagérée parce que les valorisations étaient élevées, il y avait des positions assez importantes, certains investisseurs ont voulu prendre des bénéfices, mais au fond une tendance qui reste toujours très positive sur ce marché et peut-être même quand on regarde les derniers mois, tendance de long terme encore plus positive qu'avant, puisque ces grandes sociétés du luxe ont développé des stratégies Internet extrêmement puissantes qui leur permettent
d'atteindre non seulement, je dirais, les très riches dans les grandes villes, où elles étaient très très fortes alors, mais des villes moyennes, des classes, des catégories de clients plus jeunes, et donc finalement des gens qui vont acheter non pas forcément la robe Dior à 100 000 euros, ou je dis un prix, j'en sais rien, mais enfin bon, c'est l'ordre de prix, j'imagine, mais peut-être tout simplement un porte-carte visite en cuir à quelques dizaines de dollars. Et donc tous ces produits-là, quand même, qui constituent une grosse partie du chiffre d'affaires de ces sociétés, devraient bien se comporter. Et puis aussi toutes les marques, je dirais premium, qui ne sont pas forcément des marques de luxe, qui elles vont bénéficier de ces nouvelles stratégies. Donc oui, pour nous, une consolidation, c'était peut-être un petit peu cher. Il y a des craintes là-dessus, mais la tendance reste tout à fait positive sur ce marché. Consolidation, vous êtes gentil, je sais qu'on peut mettre un peu ce qu'on veut derrière les termes de marché, mais là c'est quand même 10, 15, jusqu'à près de 20% de baisse en 2-3 séances pour des méga caps. Alors, pour certains, c'est plus que ça, effectivement, mais pour nous, il y a une exagération probablement due aux prises de bénéfices. Mais nous, par exemple, on a une stratégie sur les marques de prestige, marques premium, du plus haut record du 10 août aux dernières valorisations. On est à moins 3,5. Vous voyez, d'accord. Il n'y a pas que la valeur qui a perdu. Quand il y a un géant derrière. Quand il y a un géant derrière. Et puis, une diversification, il ne faut pas oublier, il n'y a pas que le luxe, il y a les marques de prestige dans leur ensemble, et ça permet quand même d'atteindre des classes moyennes. Et c'est bien vraiment les classes moyennes, de plus en plus aisées en Chine, qui portent ce marché beaucoup plus que quelques personnes ultra riches. Et vous dites effectivement la tendance à l'appétit des classes moyennes chinoises pour les marques de prestige et les marques de luxe, c'est une tendance plus lourde, plus longue, plus forte que la volonté immédiate de Pékin de rectifier un peu les signes ostentatoires de richesse. Elle va avec les progrès de l'économie chinoise qui nous paraissent patents et devront continuer. Donc on a un enrichissement des classes moyennes en Chine et les ménages se portent de plus en plus sur les marques de prestige. C'est pour nous une tendance beaucoup plus lourde que les ajustements temporaires de la politique chinoise. Comment vous regardez le secteur du luxe sur le plan de l'investissement boursier, bien sûr, Julien? Est-ce que le secteur a tout techniquement pour rester un pourvoyeur de surperformance encore demain pour les gérants? Est-ce qu'il faut toujours avoir du luxe comme fonds de portefeuille? Ou est-ce qu'il y aura peut-être mieux à faire, je ne sais pas, dans les prochaines semaines, les prochains mois? Alors, d'abord le lien avec la Chine, très rapidement, mais à ne pas sous-estimer, pour moi, le monde est multipolaire depuis une quinzaine d'années à peu près, et c'est un des cycles, le cycle de la géopolitique, qui amène à des conflits de plus en plus importants, et on a vu les tensions commerciales entre les USA et la Chine sous l'ère Trump, et on a aussi vu un nouveau dirigeant chinois qui a été plus loin que des simples directives. Il est apparu au dernier congrès avec un costume singulier par rapport à tous les autres membres du parti, et a imprimé ce qu'on pourrait qualifier gentiment une philosophie. Je ne fais pas de commentaires politiques, qui est en train de se traduire, à mon sens, déjà par une quasi-loi martiale depuis un an sur la partie économique, et une volonté d'orienter la société d'une manière assez précise, non pas sur un an, mais sur les 20 ou 30 prochaines années qui le concernent. Je parle de la grande reprogrammation, donc le terme n'est pas complètement vide de sens. Et donc à chaque fois qu'on avancera dans ces directions-là, qui est une manière pour la Chine de contribuer au conflit, puisqu'en s'occupant déjà d'elle-même, sans chercher des accords particuliers, elle participe de fait à ça, elle répond indirectement en fait à ça. Et donc, tous ceux qui ont un intérêt à un commerce avec cette zone commerciale qui est devenue de plus en plus importante, vu l'élévation du niveau de vie des Chinois, eh bien, de temps en temps, il peut y avoir des soubresauts. Donc, je ne sous-estime pas l'origine supposée, celle qu'on dit, de la correction. Après, sur la correction elle-même des valeurs du luxe, c'est un mois d'août, alors donc, il faut toujours être un tout petit peu prudent parce que les volumes permettent de pas toujours bien refléter la réalité des choses. Mais ceci étant, quand une baisse sommet au creux est de l'ordre de 15 à 20%, comme vous le rappeliez, la question qu'il faut se poser, c'est quel est le contexte dans lequel ça se produit du point de vue comportemental. Et là, c'est assez, je ne vais pas dire limpide, mais ça me semble assez précis. C'est d'abord un contexte où
on a eu des résultats et des niveaux de marge qui étaient jusqu'alors impensables et donc qui ont constitué des surprises au cours des derniers mois, qui sont des surprises qui sont clairement projetées comme permanentes à long terme. C'est-à-dire le discours aujourd'hui en analyse financière, c'est de regarder ces entreprises sous cet angle maintenant qui est nouveau. Et qui s'est traduit dans les gestions, quelque chose que je ne savais pas mais que j'ai découvert il y a quelques semaines, dans des grandes maisons de gestion en France, de dire ce sont des valeurs qu'on ne vend pas. Ah oui. Alors, on peut d'ailleurs tout à fait comprendre. Directeur de gestion, mais je le cite, François Chollet, DG de Montségur Finance, il y a quelques semaines, quelques mois, j'ai interdit à mes gérants de vendre LVMH. Il y a une problématique de pondération, c'est quelque chose qui est légitime dans ce type. On gère la pondération, mais... Oui, et surtout quand on veut refléter quelque chose, enfin quand on veut avoir des portefeuilles actions qui soient pas trop loin quand même d'une évolution globale du CAC 40, vous pouvez pas ne pas avoir des valeurs de luxe qui ont un poids relativement important. Mais donc on peut comprendre qu'on ne peut pas descendre en dessous d'un certain niveau. Mais de commencer à dire, dans plusieurs endroits, on ne peut pas les vendre, c'est caractéristique d'un sentiment extrême. Ça, c'est clair que c'est la situation. Alors, le sentiment extrême des des perspectives qui ont été extraordinairement rehaussées, qui sont dites comme acquises dans le contexte chinois que j'indique au départ, la baisse de 20%, moi je la prends très au sérieux. Et enfin, dernier point, donc je pense pas que le luxe va, pour répondre à votre question, je pense pas que le luxe va continuer à surperformer. Je ne dis pas que c'est un secteur qui doit s'écrouler en bourse, c'est pas du tout mon propos, mais je pense que la surperformance est vraiment passée. Et enfin, dernier point, ça s'inscrit, alors si on regarde, non pas le fameux discussion croissance-valeur, gross value, mais si on regarde 2-3 secteurs qu'on agrège, type santé, alimentation, éventuellement un petit bout de télécom, c'est-à-dire quelque chose qui a un caractère très défensif, et qu'on met de l'autre côté de l'industrie, mais pas de l'industrie longue, de l'industrie cyclique, ou qu'on met des éléments cycliques type produits de base, etc. Quand on rapporte ces deux masses d'actions en Europe, on a, nous, des agrégats qu'on a constitués pour ça, on s'aperçoit qu'on commence à avoir une reprise des défensives. Et ça, c'est quelque chose qui peut coexister avec une surperformance des valeurs de croissance et donc le luxe, mais qui à ce stade du cycle, pourrait très bien coïncider avec la perspective d'un ralentissement économique. Et c'est pour ça que non seulement il y a ce problème chinois et cet extrême de sentiment sur le luxe, mais en plus, on est en train d'avoir en ce moment quelque chose qui devrait se dérouler sur quasiment 3 ans, en tout cas au moins 2 années, d'un retour en forme de tout ce qui est défensif en bourse. Donc en fait, le début d'une perception d'un ralentissement économique. Donc quand je mets tout ça bout à bout, je ne peux pas dire, je pense qu'il faut profiter de la correction récente pour vraiment acheter du luxe. Je ne le pense pas. Je pense que ça va faire au mieux le marché, voire peut-être un peu super. Mais on reviendra, parce que vous dites, là, il y a un changement de tempo dans le marché quand même qu'il faut prendre en compte sur de l'investissement moyen-long terme, désormais. Qu'est-ce qui se passe en Chine, Christopher? Alors c'est intéressant, on parle du luxe, on voit les effets de bord de la politique chinoise sur nos secteurs à nous, mais les premières victimes, ça reste quand même les actifs chinois. C'est un peu le constat qu'on dressait la semaine dernière et qui est d'ailleurs un peu paradoxal, puisque la Chine, Pékin, n'a de cesse d'asseoir sa crédibilité internationale sur le plan financier depuis des années, avec l'internationalisation du yuan, l'ouverture des marchés financiers, le poids des actions chinoises dans les indices mondiaux. Et dans le même temps, on voit ce programme de rectification mis en place par Xi Jinping, qui touche un grand nombre de secteurs, pour ne pas dire la société dans son ensemble, et qui, pour les investisseurs globaux, rend la situation chinoise de plus en plus spéculative, d'une certaine manière. Alors, je pense qu'il faut avoir une lecture qui est à la fois politique et sociale, bien plus qu'économique. Politique, d'abord, c'est tout simplement le gouvernement chinois souhaite éviter à tout prix un capitalisme de rentier, et qui est effectivement symbolisé par ces grandes valeurs technologiques, qui sont finalement des grands conglomérats qui investissent dans un peu n'importe où, qui n'ont pas spécifiquement il n'y a pas réellement un sujet de taille critique finalement pour l'économie chinoise, mais bien plus d'accaparement des richesses. Et ça, c'est au niveau des entreprises. Donc il y a vraiment cette volonté-là, et qui est liée aussi à un sujet qui est plus social, c'est que vous avez effectivement une classe moyenne qui se développe en Chine, mais de plus en plus d'inégalités, et finalement vous aviez un consensus chinois qui était indéniablement, vous n'avez pas les mêmes droits politiques que dans les autres pays, mais vous avez accès à une économie, à un bien-être qui va s'accroître. Mais le problème, c'est que même si vous entrez dans la classe moyenne, vous voyez que vous avez des disparités qui s'accroissent de plus en plus avec les déciles, là où vous avez les personnes les plus riches. Et donc il y a tout ce sujet de
de rentier pour l'économie chinoise qui est extrêmement important pour le pouvoir, puisque l'intérêt vraisemblablement du pouvoir n'est pas d'avoir une ouverture politique, loin de là, mais en tout cas, le pacte social qui est à la base du fonctionnement de l'économie chinoise doit être respecté. C'est pour ça qu'il faut taper sur les entreprises qui ne respectent pas cela, les grandes sociétés, et aussi, à un certain stade, bien évidemment, il y aura un corollaire sur les individus, indéniablement. Et donc ça, c'est quoi qu'il en coûte, d'une certaine manière. Vous dites qu'il ne faut pas regarder ça sur le plan financier ou économique. C'est sur quoi qu'il en coûte financièrement pour l'économie chinoise, la promesse doit être tenue. Vous avez une question de survie du système politique tel qu'il est aujourd'hui et aussi de survie du leader politique, parce que c'est finalement lui qui imprime sa marque, et on voit très bien, vous l'avez mentionné à juste titre, on parle de philosophie, on utilisera le terme qu'on souhaite, mais effectivement il y a toute une pensée sur le long terme de remodelage, pas tant finalement de l'économie de la Chine au niveau international, puisque ce travail était peu ou prou fait avant, mais vraiment de remodelage de la société chinoise dans 5, 10, 15, 20 ans, avec tous les problèmes structurels qu'on connaît, démographie, etc., vieillissement, et surtout cette question de partage des richesses. Puisque la réalité, c'est qu'aujourd'hui, en Chine, effectivement, vous avez une amélioration continue du niveau de vie, même si les salaires, bien sûr, les hausses de salaires n'ont rien à voir avec celles des années 2000-2010, on était sur, de mémoire, à peu près plus de 10% par an de hausse des salaires. Mais cet accroissement des disparités est un réel sujet pour le gouvernement chinois. Et donc, pour moi, ça ne veut pas dire qu'il faut aller s'inquiéter pour les entreprises qui sont très positionnées sur le marché chinois, voire même pour les entreprises chinoises. C'est un processus de court terme d'ajustement, mais à moyen long terme, vous aurez toujours des opportunités sur la Chine. Simplement, il faut bien analyser les raisons profondes de ces récentes décisions, qui est fondamentalement une survie d'un système, d'un parti et surtout d'un leader au pouvoir qui a vocation à rester vraisemblablement très très longtemps. Sur du plus court terme, vous avez un sujet aussi qui est supplémentaire, c'est-à-dire que la Chine, et qui explique un peu la baisse des valeurs du luxe, la Chine a fait le choix en période de reprise de changer complètement de système. Sur les dernières années, on avait une volonté d'avoir une consommation qui était finalement le moteur de l'économie chinoise. Et de facto, lorsque vous regardez le détail des investissements, des mesures de soutien pendant la pandémie, c'est clairement le secteur manufacturier qui a été privilégié. Et d'ailleurs, on le voit, puisque les hausses de salaire sont insuffisantes en Chine. Vous avez, si on regarde un peu plus près les chiffres, vous avez quand même une question de chômage, et notamment dans les zones rurales, qui est très important. Et de facto, c'est un choix aussi qui est politique aujourd'hui. On ne va pas avantager la consommation parce qu'on doit redémarrer très très vite le système. Et donc, il a fallu revenir avec les recettes, d'une certaine manière, complètement, pour gérer cette... qui ont bien fonctionné par le passé, mais les premiers éléments, alors c'est un peu tôt pour refaire un bilan, mais les premiers éléments nous indiquent que malheureusement, ça ne fonctionne pas si bien aujourd'hui. Mais vous dites quand même sur le moyen long terme, Christopher, vous n'êtes pas inquiet parce que, encore une fois, le sens du voyage pour les investisseurs internationaux, c'est la Chine dans nos investissements doit à un moment refléter le poids économique de la Chine. Et donc tout ça va être grandissant, va devoir prendre de plus en plus de place structurellement dans les investissements globaux internationaux. Oui, parce que les grandes lignes directrices qui ont été énoncées, l'internationalisation de la monnaie, notamment qui remonte à très longtemps, la volonté d'être une puissance, d'ouvrir aux investisseurs étrangers, ça, c'est pas remis en cause. Simplement, vous êtes sur une parenthèse qui peut durer 2-3 ans, potentiellement. Oui, ça crée une forme de dissonance quand même. Ah, ça crée une forme de dissonance, indéniablement, mais il faut comprendre les raisons profondes. La Chine a, vous m'excuserez le terme, mais l'avantage par rapport aux économies où nous avons des élections régulièrement, j'essaye de marcher sur des œufs, a cet avantage-là qu'ils ont une force de projection sur 5 ou 10 ans. Et donc pour eux, la ligne dans 5 ou 10 ans, elle est identique. On sera un leader, on aura des investisseurs étrangers qui pourront beaucoup plus facilement se positionner en Chine, mais de facto, sur du court terme, vous avez quand même la nécessité d'une reprise en main, en tout cas. Si vous êtes confiant sur le luxe, Frédéric Rollin, chez Pictet AM, est-ce que vous restez confiant aussi sur l'investissement sur les marchés chinois en tant que tel? Parce que je le disais aussi, les premières victimes, le luxe, nous a éclaté un peu la figure la semaine dernière, mais les premières victimes, c'est déjà les actions chinoises depuis plusieurs mois, la tech chinoise, des Alibaba ou autres qui sont au tapis sur des plus bas qu'on n'a plus vus depuis de nombreuses années maintenant. Donc est-ce que là, on a des opportunités, il faut partir à la pêche aux valeurs chinoises, ou est-ce qu'il y a des questions qui sont encore posées aujourd'hui? Pour nous, il s'agit encore d'ajustement. Donc, si vous me posez la question pour un investisseur à 3-5 ans, ou même un peu avant, parce que là, les valorisations commencent à être vraiment très très faibles, eh bien oui, la Chine reste toujours une opportunité, et même plus que jamais.
À court terme, c'est vrai qu'on a aujourd'hui, il y a deux facteurs qui sont négatifs et qui pourraient durer encore un petit peu. Donc, on cherche pour l'instant le catalyse pour revenir sur les actions chinoises. C'est peut-être un petit peu tôt. Alors, il y a la politique monétaire chinoise, je disais tout à l'heure, qui est plutôt aujourd'hui restrictive. On a eu quelques mesures. On a eu une baisse d'un taux de réserve des banques, pour les banques, mais ça n'a pas été suivi ensuite d'autres mesures. Donc ça donne l'impression aux investisseurs finalement que le rythme d'assouplissement monétaire va être plutôt lent. Donc voilà, on attend au moins, je sais pas, une deuxième baisse du AAA, quelques signes. La confirmation d'un signal. Voilà, d'un signal que c'était pas seulement un ajustement, mais véritablement une tendance et ça va nous donner aussi le rythme d'amélioration. Aujourd'hui, c'est clairement une politique monétaire restrictive, voire même très restrictive, à un moment donné où l'économie ralentit. Ça donne pas envie d'y retourner tout de suite. Et puis le deuxième point, effectivement, tout un train de mesures qui chacune s'explique finalement de façon assez rationnelle. Alors, au-delà d'un changement de modèle, il est assez naturel aujourd'hui qu'un gouvernement souhaite réglementer les données pour des raisons géopolitiques et puis tout simplement parce que, il y a c'est pas nous en Europe qui dirons l'inverse. Oui, on le fait. La RGPD est l'exemple. On est un peu tous en train de le faire en même temps. Global. En fait. Oui. Voilà. Et donc peut-être la Chine prend même, on pourrait presque dire, un petit peu d'avance là-dessus. Très bien. Évidemment, dans cette période d'ajustement et d'incertitude, les investisseurs ont tendance à reculer, mais au fond, est-ce que c'est si mauvais que ça d'avoir une réglementation des données pour les gens de l'Internet? C'est pas sûr. Pour l'éducation aussi, ils sont en train de regarder ça de plus près, et effectivement, peut-être qu'on peut se poser des questions sur l'efficacité de ces sociétés, et le gouvernement s'en pose aussi. Et puis, donc là, il y a effectivement une reprise de contrôle, et puis aussi l'idée un peu, je dirais, productiviste que Christopher donnait tout à l'heure, où le gouvernement se pose la question, est-ce que finalement, que les enfants et les adolescents passent leur vie sur des jeux vidéo, est-ce que tout ça est bien raisonnable? Est-ce que tout ça est bien intéressant? Est-ce que tout ça est bon pour le pays? Ils se posent la question. Alors, ils ont une façon d'y répondre. En Chine, je comprends que ça paraît lunaire quand même de poser la question comme vous le faites, Frédéric. Bon, ça se passe en Chine, donc on comprend mieux. Mais bien sûr, et donc les choses sont différentes. Mais au fond, on avait déjà eu ça sur Tencent, je crois que c'était en 2018, si je me souviens bien. Ça n'avait pas empêché les actions de revenir à la hausse. Donc, pourquoi ? Donc ça donne plutôt envie, je dirais, d'investir à moyen terme, mais à court terme, on aimerait quand même que cette avalanche de nouvelles plutôt négatives cesse, qui est du côté des autorités ou du côté de la Banque centrale, un petit feu vert. Pour l'instant, voilà, on nous explique que c'est pas le moment, peut-être on n'achètera pas au plus bas. Voilà, mais on attend quand même des signes un peu plus positifs parce qu'au fond, quand même, cette économie chinoise est très intéressante. C'est quoi le seuil de douleur pour voir une banque centrale chinoise intervenir plus... Alors, il faudra attendre parce que je pense que tu as raison. On est sur une politique monétaire qui est restrictive et le message qui est envoyé par les autorités, c'est notamment intéressant de regarder, de lire la presse officielle chinoise en anglais. Et vous aviez... oui, parce que c'est plus compliqué autrement, en tout cas pour moi. Mais vous avez eu, il y a 15 jours de cela, un des organes de presse officiels qui vous disait très clairement qu'aujourd'hui, la volonté, en tout cas, c'est d'avoir une nouvelle baisse du taux de réserve obligatoire des banques au 4e trimestre, donc c'est quand même très loin, et éventuellement quelques mesures d'open market, d'ajustement qui pourraient venir dans la foulée, mais vous n'êtes pas du tout sur un bazooka. Qui sera un game changer pour les investisseurs. Complètement, et surtout, vous vous rendez compte, 4e trimestre, ça veut dire qu'on va quand même avoir dans les prochains mois, vraisemblablement sans surprise, des chiffres économiques qui seront encore assez mauvais, en tout cas pas aussi bons qu'on a pu le connaître par le passé. Donc ça pose une vraie question, mais après la Chine a certainement une volonté d'éviter aussi à garder vraiment en mémoire les aléas et les retombées notamment du très important soutien en 2008-2010. Où le contre-coup avait été violent avec des surcapacités un peu de partout et qu'il a fallu gérer pendant quelques années. Ça nous amène au sujet du ralentissement économique. Julien, alors, je ne sais pas quand même sur la Chine, sur les marchés chinois en tant que tels, la tech chinoise qui est emblématique. Enfin voilà, on a les GAFAM américains, les BATX chinois, des méga caps là aussi, avec un grand écart. C'est-à-dire que le marché tech américain et le marché tech chinois fonctionnaient plutôt de concert. On avait quand même plutôt une corrélation assez forte entre la hausse d'Apple, Amazon et celle de Alibaba, Tencent ou des autres. Et là, c'est vraiment l'écart qui se creuse. Est-ce que ça, c'est déjà un problème dans les marchés globaux ?
Alors, l'événement sur les valeurs technologiques, il est récent. Enfin, il est récent relativement à la correction du marché des actions en général, puisque le sommet des marchés en Asie, en tout cas en Chine et au Japon, c'est février. Ouais. Avec des sommets sur des matières premières qui sont 1 ou 2 mois après le début d'une reprise du dollar. Donc des choses qui en général vont un petit peu ensemble et qui traduisent soit un besoin de souffler dans cette tendance, ce qui est une hypothèse, ou soit peut-être le début d'une préoccupation plus importante. Mais il y a la partie hors technologie, qui est la partie au sens large, c'est donc la baisse des indices chinois. Et je précise quand même japonais aussi en même temps. C'est quelque chose qui, à mon avis, est lié justement à cette décision. Alors je le relie un peu au phénomène monétaire, mais à cette décision d'avoir ce que disait. Je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Christopher. C'est exactement ça. La cohérence politique, la cohérence sociale. C'est une priorité pour eux. Et à l'intérieur de la sphère des entreprises, l'importance de la donnée nationale et ce que j'appelle cette loi martiale économique qui a commencé il y a bien avant qu'elle ne nous apparaisse. Ça a commencé avec la disparition du fondateur d'Alibaba, des choses comme ça. Enfin, tous ces éléments maintenant nous apparaissent. Après, donc, la techno, c'est un élément récent qui vient s'ajouter en fait à une préoccupation de la Chine qui est distincte. Après, pourquoi je trouve que ça a une origine monétaire, c'est que si vous regardez toutes les grandes émissions de monnaie sur 200 ou 300 ans, à chaque fois les déséquilibres se corrigent par l'échange, puisqu'il y a pratiquement toujours un déséquilibre d'une zone à l'autre. Or là, la particularité Japon, Europe, USA, c'est la même chose au même moment. Mais comme la Chine a certes cette volonté d'internationalisation en fait, de sa finance, et je pense beaucoup plus par le numérique que je crois que par d'autres moyens. Aujourd'hui, elle n'est pas encore dans ce schéma. Elle ne l'est pas. Factuellement, elle ne l'est pas. Et donc, comme tout le monde relance en même temps, je pense que son intérêt, c'est plus en ce moment de se concentrer sur cette fameuse cohérence politique et sociale qui est décisive à long terme pour eux. Parce que s'ils sont déstabilisés de l'intérieur, là, ça va commencer à être très très compliqué. Et bénéficier des bazookas qui sont sortis de tous les côtés. Donc, je trouve que tout ça est logique et je ne m'inquiète pas du ralentissement du marché des actions chinoises. Je l'explique par tout ça. Je pense qu'il y aura... Il y a une fenêtre là qui commence, puisqu'on vient de baisser pendant un certain temps, que les mauvaises nouvelles se sont enchaînées jusque la partie techno. Je pense qu'il y a une petite fenêtre, mais j'ai pas tellement envie de faire une allocation sur l'Asie. Je reconnais qu'il y a une fenêtre, je reconnais qu'il y en a une, mais ça me paraît pas clair. Pourquoi ? Alors ça s'inscrit dans la problématique du ralentissement plus global. C'est pour ça que je suis pas encore très convaincu, mais je reconnais que ça a déjà pas mal baissé, qu'on intègre tous ces éléments. Ouais. Bon, sur le changement de tempo du marché, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Julien. Voilà, dès qu'on ne sait plus trop quoi faire, dès qu'on a un peu peur du rythme de croissance demain, tout de suite, on revient sur défensive, croissance visible. Et c'est ce qu'on a pu observer sur les derniers mois, c'est ça, Julien ? Alors, je vais le dire pour essayer tout en étant synthétique, mais juste de rappeler, il y a 3 mois, on a eu quand même beaucoup de signaux qui nous indiquaient non pas de quitter les marchés d'actions parce qu'il y aurait une crise financière qu'on ne peut pas prévoir, mais des signaux d'euphorie ou d'optimisme un peu excessif. J'avais cité notamment sur le rapport sur le marché obligataire, ça nous a fait retourner assez exceptionnellement sur le marché obligataire, un rapport, un sondage de 500 gérants qui ont demandé à horizon 1 an, est-ce que vous pensez que le marché obligataire peut surperformer le marché des actions ? Et à ce moment-là, il y avait 3% des gérants qui ont dit oui et 97% qui ont dit non. Et je veux bien que ça s'explique. Hein. Je veux bien qu'on pense qu'il y aura de l'inflation. Qu'à ce moment-là, on pense qu'il y aura de l'inflation. C'est devenu trop unanime. Mais ça traduit un état d'esprit qui a vraiment changé. Si vous regardez 1 an et demi plus tôt, à cette question, quasiment, je pense que le résultat était inverse. Donc, on est allé sur un extrême, je pense, au 2e trimestre, qui ne s'est pas traduit par un ralentissement, disons qu'il y a une moindre hausse des marchés actions. Il n'y a pas eu de crack. Oui, il n'y a pas eu d'accident. Mais il y a une discussion, il y a un débat. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément, c'est l'analyse des comportements. Le deuxième, c'est sur les cycles économiques. Le dernier creux cyclique pour moi est début 2019. Donc 2019, on remonte avant, 2015, 2011, 2008, le cycle de Kitchin, donc c'est des cycles de 3 ans et demi. Le prochain est forcément fin 2022, début 2023. Quand je dis forcément, il se passera. C'est son amplitude qui est impossible à prévoir. Évidemment, et pas à la date près, c'est toujours à 1 trimestre ou 2. La question, c'est est-ce que le sommet de l'activité économique se situe au milieu du cycle, ce qui voudrait dire qu'il vient de passer, ou est-ce que c'est plutôt 2 tiers, ce qui est un autre cas de figure. Et pour ça, ces cycles de 3 ans et demi ne se ressemblent pas.
Mais quand ils se rassemblent, quand on en rassemble 3 pour former ce qu'on appelle un cycle de Juglar, donc un cycle dit des affaires, cycle de 10 ans, enfin de 7 à 11 ans pour être très précis, à ce moment-là, on voit que les 3 ont une typologie différente. Et on a une probabilité non nulle maintenant, qu'on commence à voir tout ça, une probabilité non nulle pour que le sommet de l'activité économique soit justement juste derrière nous. C'est pour ça, c'est pas une certitude, mais autant avant je pensais qu'il aurait lieu début 2022, autant là je commence à m'interroger. Donc je pensais qu'on avait un sommet mineur. 2 tiers du cycle, et en fait il est plutôt à la moitié du cycle. Dire, comme les marchés d'actions ont quelques mois d'avance sur tout ça, parce que ce qu'on voit sur les marchés d'actions, c'est pas les événements du jour, c'est les choses qui seront là dans 6 mois, qui sont escomptées par l'information. Ce qui veut dire que la prudence qu'on avait il y a 3 mois, on est tenté de la garder en ce moment parce qu'on ne sait pas si on n'a pas passé... passer le point haut de l'activité économique, encore une fois, c'est du momentum. Hein. Ça ne veut pas dire que demain, ça va aller mal. C'est que la vitesse d'amélioration va maintenant réduire. Ça ne veut pas dire qu'on est en croissance négative, par exemple. Mais comme les marchés d'actions escomptent ce genre de choses, la question mérite d'être posée. Voilà. Alors, on n'a pas décidé, on n'a pas tranché, on se donne encore un peu de temps. Mais il y a une probabilité pour que, si par exemple on décidait de ne plus être exposé, enfin de rester très peu exposé aux actions. Si le cycle était passé, si vous en arriviez à cette conclusion définitive, ferme, qu'est-ce que ça impliquerait pour vous en termes de gestion ? Là, on n'a pas d'exposition. La question, c'est est-ce qu'on n'en reprend pas ? Et pour l'instant, la réponse est non, mais elle n'est pas définitive. Ce à quoi on s'expose, c'est principalement l'année 2018, c'est-à-dire qu'on avait le même schéma fin 2017. Et en fait, on a passé de janvier à septembre 2018 avec un marché qui a monté de 4%, mais où le consensus était ultra haussier, pour en fait perdre 20 à 30% selon ce qu'on regardait dans les 3 derniers mois. Est-ce qu'on ne va pas rentrer dans un petit peu un désert si nous on quitte les marchés d'actions parce qu'il ne se passera rien, ce qui est une possibilité. Voilà, c'est une interrogation. Donc rien n'est tranché, mais on n'est pas revenu sur les marchés d'actions. Est-ce que le risque action en vaudra toujours la chandelle dans les prochains mois ? C'est ça. Je comprends. Bon, sur le changement de tempo des marchés, mais de l'économie et même du policy mix aussi, hein, si on utilise ce terme des économistes pour définir donc l'alliance entre les politiques monétaires et les politiques budgétaires. Policy mix qui a été d'une intensité évidemment extraordinaire, incroyable, exceptionnelle, mais je ne sais pas si c'est vendredi ou plus tard, Jérôme Powell va nous envoyer quand même le message que, en termes de policy mix, on ne fera pas mieux que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Oui. Est-ce que ça change quelque chose ou pas, Frédéric ? Alors, sur la Fed, nous, on a le sentiment que ce fameux Jackson Hole va faire pchit. Ça va faire pchit. Ça ne va pas être un événement extraordinaire. Au fond, qu'est-ce qui s'est passé au cours des derniers mois ou des dernières semaines ? Le cycle économique américain est en train de se tasser. On a des chiffres immobiliers aujourd'hui qui sont particulièrement mauvais. On a une confiance des consommateurs qui a largement chuté. Et donc, du côté des ménages, et ménages, c'est quand même une part importante de l'économie américaine, c'est très, très clairement en train de ralentir. Pourquoi ? Variant Delta. Alors ça, peut-être ce variant Delta, c'est quelque chose de temporaire. Après tout, la vaccination avance. Donc, on peut estimer qu'on va en être sorti. Bon, on reporte encore, mais on va en être sorti. Puis aussi, l'inflation qui grignote le pouvoir d'achat, ça aussi, on va en sortir. Mais néanmoins, quand même, voilà, on a eu le pic. On ralentit aux États-Unis. Les chiffres d'emploi sont pas mal, mais sont pas merveilleux. Donc, pourquoi accélérer aujourd'hui ou mettre en place plus rapidement que ce qu'on pensait, une politique monétaire moins accommodante. Nous, on a le sentiment, au dernier comité de politique monétaire, on a laissé parler un petit peu les faucons. C'est très bien, il faut donner de la crédibilité à cette banque centrale américaine, mais derrière, très clairement, un tapering, oui, alors quand exactement, mais très doux, très faible, très progressif, et qui, au fond, commence sur des niveaux de taux obligataires en plus particulièrement bas. Donc, quelque chose, finalement, qui pourrait avoir relativement peu d'impact sur le marché, à comparer, par exemple, à l'impact que peut avoir la politique monétaire chinoise. Je regardais, par exemple, un graphique récemment où on voit des gros rallyes sur les marchés obligataires américains 2015, 2016, 2019, 2021. Donc des taux longs américains qui baissent et puis qui décrochent en fait à la baisse. Quel est le point commun entre ces 3 événements-là ? Eh bien, c'est le ralentissement chinois. Au fond, la politique monétaire américaine ajuste, mais elle est tellement claire, tellement donnée au public qu'il y a relativement peu de surprises, donc ça crée peu de volatilité. Ce qui va créer de la volatilité sur les marchés, c'est beaucoup plus la Chine que les États-Unis. Donc pour moi,
pour nous en tout cas, pas forcément un gros événement. Et pour parler un petit peu d'allocation, nous, on voit d'un côté le ralentissement, les progrès du variant Delta, quand même un resserrement de politique monétaire du côté de la Banque centrale américaine. C'est très annoncé, mais enfin, ça va quand même être là. Et des valorisations extrêmement élevées. Est-ce que ça nous donne envie d'acheter ? Non. Est-ce qu'on va vendre ? Non plus. Pourquoi ? Parce qu'on va vendre pour acheter quoi ? Des taux à zéro, du monétaire. Donc pour l'instant, on a pris de bénéfices sur notre position acheteuse action, un peu trop tôt. Et voilà, pour l'instant, on attend le moment de revenir. Alors, ça sera peut-être sur les actions chinoises, justement, parce que là, il est en train de se passer quelque chose. On a toujours une position marginalement acheteuse sur les obligations européennes. Parce que là, quand même, les valorisations ne sont pas si élevées que ça. Elles le sont moins qu'aux États-Unis. La Banque centrale est toujours là. Le cycle économique européen reste plutôt solide aujourd'hui. Il est un petit peu en retard par rapport au cycle américain. Mais je dirais, le grand marché directeur, le marché américain, ne fait pas très envie. Et nous empêche d'acheter. Mais les obligations américaines ne font pas très envie non plus et nous empêchent de vendre. Donc on a une position aujourd'hui qui est plutôt neutre. J'espère que bientôt on va pouvoir prendre une position acheteuse, probablement sur les actions chinoises, mais c'est encore trop tôt pour nous. Oui, mais je vois bien que la tentation est là. Christopher, sur le changement de tempo, changement de rythme du policy mix, là, la Fed enverra un signal. Bon, pour la BCE, ce sera sans doute beaucoup plus lointain. Chacun va y aller à son rythme, mais y compris sur les politiques budgétaires. C'est-à-dire qu'on voit bien, même aux États-Unis, on va avoir la fin des extra bonifications des allocations chômage au mois de septembre, mais les programmes d'investissement. Mais on voit bien qu'on n'est plus dans le même rythme, plus dans les mêmes horizons de temps. C'est plus l'intensité des aides d'urgence qu'on a eues. Ça, ce soutien-là est en train de... Qu'est-ce que ça implique pour la sphère économique et financière, comme vous la regardez, Christophe ? Vous avez une désynchronisation qui est assez impressionnante depuis le début de l'année. C'est-à-dire que si on fait le compte-rendu, vous avez eu à peu près 47 hausses de taux au niveau international, 26 banques centrales qui ont augmenté les taux. Et ce qui est intéressant quand on regarde dans le détail, c'est que vous avez les banques centrales des pays émergents qui indéniablement sont plus focalisées sur l'inflation. C'est la thématique et ça correspond aussi davantage à leur mandat. Mais ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de banques centrales de pays développés qui avaient décidé de faire du quantitative easing avec la crise de la Covid, je penserais Canada, Australie, ont décidé pour des choix différents. Par exemple, en Australie, vous avez quand même un confinement qui va avoir un impact extrêmement important, décide malgré tout, pour l'instant en tout cas, de faire du resserrement quantitatif. Donc vous avez quand même ce découplage qui va être extrêmement important, qui est bien sûr au niveau politique monétaire, qui se retrouve au niveau de la politique budgétaire aussi, puisqu'on voit dans les discours, alors c'est pas encore matérialisé dans les actes, on voit déjà quand même qu'on a un retour sur une baisse des dépenses qui commence à s'amorcer dans certains pays. L'intérêt malgré tout, c'est qu'avec l'argent qui a été injecté, les programmes qui sont sur la table, vous en parliez aux États-Unis, dans tous les cas, on sait que l'impact de la politique budgétaire est sur du très long terme, donc ça va quand même fluidifier l'économie. Il y a du carburant pour quelques temps quand même. Oui, à minima, c'est 12 à 18 mois, donc ça nous permet quand même d'avoir beaucoup de visibilité. Du côté de la Fed, je reprendrai ce qu'a dit Frédéric, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est fort peu probable qu'on attende grand-chose à Jackson Hole. Je pense qu'un point qui va être plus important que le timing exact, parce qu'à quelques mois près, ça n'a pas changé la chose, c'est bien sûr le montant, mais bien plus que cela, c'est la composition aussi du tapering. C'est souvent oublié, mais dans le compte-rendu de la réunion du mois de juin, donc pas de celle de juillet qui a été publiée récemment, on avait une des discussions très importantes entre les participants sur le fait qu'on pourrait s'intéresser plus au marché de l'immobilier, donc d'abord réduire sur les titres adossés, au marché 40 milliards de MBS, comme on les appelle, achetés chaque mois par la Fed, aux côtés des 80 milliards de dollars de treasuries, donc d'obligations d'État qui sont achetés tous les mois là aussi. C'est ça, avec toute la thématique indéniablement sur le marché de l'immobilier, les prix sont trop élevés. On voit là effectivement qu'avec la hausse des prix, on commence à avoir dans les derniers indicateurs probablement beaucoup plus d'offres sur le marché. Tout simplement, les maisons, les logements ne se vendent pas. Ça tue la demande. Complètement. Donc il y a un sujet marché de l'immobilier aux États-Unis qu'il ne faut pas négliger. Je pense que le sujet inflation sera temporaire. Après, chacun sa définition de temporaire. De mon point de vue, ce sera plusieurs trimestres à minima. Mais ça passera. En revanche, le risque lié au marché immobilier est aujourd'hui, je pense, un peu négligé dans les analyses économiques, analyses de marché, et on voit que la Fed, malgré tout, s'y intéresse, même si ce n'est pas le gros focus. Et alors, il faudrait quoi ? Parce que on atteint un niveau de paradoxe incroyable. Il faudrait que la Fed continue d'entretenir la hausse des prix du marché immobilier en achetant des MBS, alors qu'on est déjà sur des prix records, et qu'on voit que ce niveau de prix, finalement, bloque les acheteurs aujourd'hui. Ils sont coincés parce que
au sein de la Fed, il y a un débat qui date d'avant Covid et qui n'est pas partagé indéniablement par tous les membres du FOMC sur la question des inégalités liées à la politique monétaire. Et force est de constater, il n'y a pas besoin d'études académiques très poussées pour voir qu'il y a un effet quand même sur le marché de l'immobilier. Et derrière cela, des inégalités qui s'accroissent. Et dans le même temps, éviter un dégonflement d'une bulle, puisque si vous regardez les indices Case-Shiller, par exemple, qui sont un bon indicateur sur les grandes villes, alors ce n'est pas les mêmes villes qui sont en bulle que celles avant 2007, mais vous avez des bulles qui sont d'ampleur tout aussi importante. Donc il y a un fine-tuning vraiment qui est extrêmement important pour la Fed, en tout cas au niveau de ces fameux MBS. Il faudra vraiment surveiller de près. Bon, on suivra quand même le discours de Jérôme Powell vendredi après-midi et puis après les prochaines étapes. Il y a FOMC en septembre et puis novembre et décembre. Voilà, ça laisse quand même 3 meetings d'ici la fin de l'année pour une annonce concrète peut-être sur ce programme de réduction des achats d'actifs de la Réserve fédérale américaine. Merci beaucoup messieurs. Merci d'avoir été avec nous dans Planète Marché ce soir. Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management, Julien Nebenzal, président de Futuriem et Christopher Dembick, le directeur de la recherche macro de Saxo Bank. On se raconte nos vacances avec Benjamin Louvel, gérant matières premières chez Ophi Asset Management, avec nous dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Grégoire. Bienvenue, ravi de vous retrouver. On parle avec vous des matières premières, c'est votre grand domaine d'expertise. Bon, je ne sais pas ce que vous avez à nous raconter en cette rentrée là sur les matières premières. Il y a quand même 2-3 petits trucs. On parlait de Jackson Hole avec les autres invités juste avant. Bon, quand on est sur les matières premières et qu'on parle de politique monétaire, on se tourne généralement vers les métaux précieux. Oui. L'or qui a corrigé cet été, j'ai regardé les prix, on était à plus de $1 900 l'once début juin, quelque chose comme ça, et puis on s'est retrouvé, alors il y a encore 15 jours, à $1 700 sur l'once d'or, comme si l'once d'or nous disait que les taux allaient remonter. Mais c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que quand on regarde effectivement l'évolution des taux, alors je vous rappelle, pour l'or, ce qui compte, c'est les taux réels, donc les taux corrigés de l'inflation. Les taux sont repartis à la baisse, ils ont même fait des nouveaux plus bas sur le 10 ans réel aux US, donc on peut se poser la question. En fait, je crois que vous parliez de Jackson Hole avec vos invités juste avant, il y a aujourd'hui des questionnements sur ce que va devenir la politique monétaire américaine, est-ce qu'il va y avoir un resserrement ou pas. Et donc on observe à court terme une divergence entre le cours de l'or et le niveau des taux d'intérêt réels. Normalement, les variations des deux sont assez liées. Et là, on constate que les taux réels ont rebaissé, mais que l'or ne s'est pas apprécié en conséquence. Ouais. Donc en fait, il y a une sorte d'attentisme de la part des investisseurs sur l'or pour voir un petit peu comment vont se passer les choses. Alors moi, je trouve que c'est plutôt intéressant d'un point de vue investissement parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, ce décalage, il est plutôt intéressant pour quelqu'un qui voudrait se positionner sur un marché comme celui-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux options à Jackson Hole. Jérôme Powell annonce un resserrement. Et donc, à ce moment-là, on peut escompter que les taux réels vont plutôt avoir tendance à remonter. Mais comme l'or n'a pas du tout profité du dernier mouvement de baisse des taux réels, en fait, c'est juste les taux réels qui rattraperont l'or. Donc, un potentiel de baisse, à mon sens, assez limité. À l'inverse, si Jay Powell dit finalement on ne sait pas, on va encore attendre un peu, on peut s'attendre à voir les niveaux des taux d'intérêt réels rester bas, voire continuer à baisser un petit peu. Et à ce moment-là, un regain d'intérêt pour l'or qui pourrait permettre au cours de se réapprécier. Donc je trouve que c'est plutôt des niveaux assez intéressants parce que la problématique globale reste la même. On a un niveau d'endettement des économies les plus importantes très élevé qui fait que pour nous, la Fed devra rester quelque part ce qu'on appelle behind the curve, c'est-à-dire augmenter les taux uniquement si l'inflation est là pour garder des taux d'intérêt réels faibles pour éviter de charger la barque des intérêts de la dette et garder une dette qui soit soutenable. Donc tout ça nous fait dire qu'on est peut-être sur des points intéressants d'entrée, en tout cas sur le marché de l'or. Et c'est sans doute aussi le cas pour d'autres métaux dans le domaine plus industriel, que ce soit des métaux précieux d'ailleurs ou des métaux de base. Il y a un plafond de verre sur le cours de l'once d'or ou pas, Benjamin ? Si on est dans une projection, prospective, prévision de long terme, parce que $1 900-2 000, c'est toujours un niveau sur lequel on a du mal à aller franchement au-delà. Je ne sais pas, moi je me souviens pas d'ailleurs la dernière fois que l'or a dépassé les $2 000. Oui, c'était il y a quelques mois. On avait franchi quand même les $2 000. On l'a franchi l'été dernier déjà, et on l'a revu ou refrôlé il y a quelques semaines ou quelques mois. Ouais, en début d'été, on commençait à remonter vers les 2000. Exactement. Mais en fait, le lien, il est tout simple. Je vous le disais, l'or n'a pas de rendement, donc son intérêt s'apprécie par rapport au taux d'intérêt réel. La question, c'est est-ce que les taux d'intérêt réels peuvent rester bas ou continuer à baisser pour voir l'or s'apprécier ? Moi, mon analyse, c'est que les taux d'intérêt réels ne peuvent pas remonter. C'est pour les raisons que j'évoquais juste avant. Et pour moi, à la moindre alerte sur les marchés financiers,
l'État, vu les niveaux d'endettement auxquels on est arrivé, n'aura pas d'autre choix quelque part, de soutenir à nouveau l'activité et de repartir dans les politiques monétaires. On est rentré dans un cercle vicieux, en réalité, où, à moins d'avoir des taux de croissance absolument extraordinaires, bon, on a des très bons taux de croissance cette année, mais on sait pourquoi et on sait que ça n'est pas a priori durable, eh bien, on a des taux d'intérêt réels qui vont rester faibles et puis qui, à la moindre alerte financière et économique, auront tendance, là encore, à baisser de façon à rendre soutenir l'économie d'une part et puis rendre soutenable la dette. Donc, ça va être intéressant de voir le comportement de l'or là sur le discours de Jérôme Powell, effectivement. Alors, le gros risque, c'est qu'il le dollar a monté cet été aussi. Puisqu'on parle matière première, il faut dire quand même qu'il y a l'effet dollar aussi qui a pu peser. Il y a eu un différentiel en fait qui a permis au dollar de remonter, qui là aussi pèse un peu sur l'or et sur l'ensemble des matières premières. Mais pour les autres matières premières, et notamment les métaux de base, il y a eu d'autres raisons plus importantes qui ont joué. Allons-y sur les métaux de base. Effectivement, enfin toutes les matières premières ont corrigé, si je dis pas de bêtises, au cours des dernières semaines de l'été, pour dire les choses. Alors le pétrole également, mais sur les métaux de base en particulier, effectivement, quels ont été les facteurs qui ont pu expliquer la correction? Alors, je dirais métaux de base et métaux précieux industriels. On va parler aussi du platine et du palladium, qui sont deux métaux très intéressants, mais qui sont beaucoup utilisés dans le secteur automobile. Alors, on peut commencer par ça. Le secteur automobile, évidemment, avec la problématique des semi-conducteurs, a énormément souffert. Toyota a annoncé quelques jours qu'il a baissé sa production de 40%. Donc, vous imaginez bien que le palladium est utilisé à 70% pour faire des pots catalytiques. Si vous faites moins de voitures, vous avez besoin de moins de palladium. Donc, il y a une baisse de la demande qui pèse sur les cours de ces métaux. Et puis, dans le même temps, vous avez commencé à avoir des inquiétudes sur la Chine, sur la croissance économique de la Chine. Alors, pourquoi c'est important pour les métaux de base? Petit rappel historique, en 2000, la Chine représentait à peu près 10% de la consommation de chaque métal, cuivre, nickel, zinc. Aujourd'hui, la Chine, c'est à peu près 40 à 50% de la consommation de chacun des métaux. Donc, évidemment, si la croissance chinoise s'enraye, la demande de métaux devrait en souffrir. Et puis, vous avez eu aussi un impact lié au gouvernement qui a voulu limiter la spéculation et donc a fait un relâchement d'un certain nombre de stocks stratégiques sur un certain nombre de métaux. C'est ce que j'ai beaucoup retenu, c'est que la Chine en mettait sur le marché au fur et à mesure pour limiter la hausse des prix. Qui a encore appuyé ce mouvement. Et puis, dernier élément, au-delà des problématiques de politique monétaire qu'on a évoquées, vous avez les craintes sur le Covid. D'une façon générale. Si vous avez à nouveau des restrictions, à nouveau des confinements, vous en avez en Nouvelle-Zélande, le Japon a aussi mis un certain nombre de régions en état d'urgence hier, eh bien forcément, ça fait peser un risque sur la reprise économique et donc sur la consommation de matières premières. Donc tout ça a été assez négatif. Ça, c'est pour le court terme. Voilà, mais... Oui, parce que, alors, vous allez me dire sur le moyen long terme, parce que ma question, c'était quand même, on s'est tous un peu à un moment emballés quand on a vu le compartiment des matières premières repartir au fur et à mesure que l'économie... On avait parlé d'un nouveau cycle. Super cycle, tout à fait. C'était ça, un super cycle, c'est 10 ans de hausse devant nous pour les matières premières. Est-ce qu'il faut réviser un peu ce jugement euphorique, je ne sais pas, à l'époque? Vous noterez bien quand même que tous les arguments qu'on vient d'évoquer sont des arguments plutôt de nature conjoncturelle. Ouais. Toyota ne va pas garder sa production de véhicules en baisse de 40% toute sa vie. Donc on a un problème d'approvisionnement qui devrait se régler quelque part entre le 4e trimestre, maintenant on parle plutôt du 4e trimestre ou du 1er trimestre 2022. Et donc à ce moment-là, évidemment, la consommation de ces métaux va repartir. Sur le platine et le palladium, c'est particulièrement important parce que côté production, on est sous contrainte. Je rappelle, le palladium est en déficit chronique de production depuis 10 ans. C'est la 10e année consécutive qu'on produit moins de palladium qu'on en consomme. Donc il y a tous les éléments pour faire repartir ce métal à la hausse. Le platine sert également pour l'automobile, donc devrait pouvoir connaître le même genre de sort. Et le platine a un joker dans sa manche, c'est que le platine est un métal absolument indispensable pour une technologie bas carbone qui aujourd'hui a le vent en poupe, c'est l'hydrogène vert. Et l'hydrogène vert, aujourd'hui il y a 27 pays qui ont annoncé un plan sur l'hydrogène. La France va mettre 7 milliards sur les 10 prochaines années, l'Allemagne 9 milliards, l'Espagne 8 milliards, le Portugal 8 milliards, les États-Unis vont y aller, la Chine est en train d'y aller, la Corée du Sud, le Japon. Donc ça va être, que ça soit une bonne idée ou pas, il va y avoir un déferlement. Or on a besoin de platine pour faire les électrolyseurs et on a besoin de platine pour faire les piles à combustible pour mettre dans les voitures à hydrogène. Donc ces deux métaux-là ont un bel avenir. Et puis pour les autres métaux, vous avez des métaux de base comme le cuivre, comme le nickel, on a déjà eu un peu l'occasion d'en parler, qui sont des métaux, et je suis content parce qu'on voit dans la presse que le phénomène commence à devenir central, ce qui pour moi est majeur parce que c'est une des limites dont on ne parlait pas du tout pour la transition énergétique. Ouais. On a besoin d'énormément augmenter notre production de métaux si on veut réussir la transition énergétique. Si on parle du cuivre, les besoins en cuivre sont absolument
considérable. Emmanuel H. à l'IFPEN a fait une étude sur le sujet et estime que quand on regarde les chiffres sur la base d'un monde qui voudrait rester sous les 2 degrés, on pourrait avoir en 2050 consommé à peu près 90% des réserves de cuivre identifiées sur la planète aujourd'hui. Ça veut dire aussi qu'il va falloir développer le recyclage, qu'il va falloir développer la sobriété, mais quoi qu'il en soit, pour faire du recyclage, il faut avoir les métaux nécessaires. Et donc, pour la prochaine période de 20 ans, qui est la période de transition énergétique, eh bien là, il va falloir des vrais métaux qu'il va falloir aller chercher sous la terre. Et donc là, il va falloir investir beaucoup dans les activités minières. Je m'étonne notamment que cette activité ne soit pas dans la taxonomie européenne, ni dans les technologies habilitantes de la taxonomie, étant donné son caractère critique. Oui, mais si combien de temps on prend beaucoup de temps. On prend beaucoup de temps. C'est entre 5 et 7 ans pour une mine. Entre le moment où on la découvre et le moment où on la met en production, c'est une quinzaine d'années. Et entre le début du projet et la production, c'est environ 5-6 ans. Voilà. Donc, si on s'y met aujourd'hui, ça veut dire 2027. En 2035, il faut avoir déjà sérieusement décarboné notre économie. Et si on parle de 2025, ça nous laisse 25 ans pour être neutre carbone. Ouais. Comment vous expliquez que ce ne soit pas encore plus visible dans les prix de marché, j'entends, que dans le grand public, ce soit un débat qui paraisse lointain, technique, cryptique ou autre, c'est une chose, mais bon, sur les marchés... Parce que les prix de marché, Grégoire, sur les matières premières, n'intègrent jamais la perspective des prix à long terme. Parce que si vous intégrez dans les prix long terme, dans les prix des contrats à terme sur longue échéance, une variation à venir des prix de la matière première, vous allez avoir des producteurs qui vont dire moi, à ce prix-là, ça m'intéresse, et qui vont vendre. Ils vont dire moi, je sais que je vais produire, donc je vais vendre dès maintenant ma production, et comme ça va faire rebaisser le prix. Donc en fait, le prix à terme n'est jamais que le prix comptant plus les coûts de stockage sur la période. C'est tout. Donc il n'y a pas de côté prospectif dans le prix. Donc des investisseurs peuvent se positionner sur le contrat à court terme, mais quand vous avez des problèmes conjoncturels, eh bien, ils se mettent en retrait, ils attendent un peu, ils se disent j'aurai des meilleures opportunités un peu plus tard. C'est ce qui explique aujourd'hui cette correction, malgré, à mon sens, notre avis chez OFI, les perspectives très importantes de développement sur ces métaux. Ouais, c'est ça, dans une logique moyen-long terme, là vous dites, j'ai pas vu l'ampleur de la baisse, c'est quoi, 10-15%? Oui, c'est ça. Voilà. C'est déjà des niveaux pour un investisseur moyen-long terme qui deviennent vraiment intéressants pour moi, prendre position. Sauf à ce qu'on reparte dans un confinement mondial, où là on aura clairement un nouveau frein sur l'économie. Bien sûr, mais là on fera table rase de tout ce qu'on a dit. Les métaux précieux en profiteront peut-être davantage pour le coup, mais sauf à avoir ça, on a déjà acté beaucoup de mauvaises nouvelles au niveau de la production industrielle, et donc je pense qu'on arrive sur des niveaux qui sont relativement intéressants. Ouais. Merci beaucoup Benjamin, merci d'être avec nous régulièrement pour évoquer ce sujet des matières premières, gérant matières premières chez OFI Asset Management. Benjamin Louvet qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse chaque soir, désormais à 17h45, un nouvel horaire pour l'édition du soir, je le rappelle, 17h, 18h, l'édition de la mi-journée ne change pas, on se retrouve donc en direct demain à 12h30 sur Bismart. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.